dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème, c'est la Chine. Ce soir, j'ai mis cette question en perspective. Quel moteur en 2024 ? Mais on va parler précisément du sujet chinois avec une très bonne connaisseure du sujet, Karine Hirn, cofondatrice d'Is Capital, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. On se parle depuis quelques années. Quand je dis bonne connaisseure du sujet chinois, c'est que vous habitez en Chine depuis plus de 20 ans, si je dis pas de bêtises. 13 ans. 13 ans. Autant pour moi. Shanghai, puis Hong Kong, exactement, depuis plusieurs années maintenant. Et donc, vous vivez l'investissement sur place au cœur de la mécanique chinoise. Alors, parmi les chiffres qui m'ont le plus marqué, peut-être, c'est de voir la rupture entre la Chine et les investisseurs occidentaux ces dernières années, illustrée par l'effondrement des investissements directs étrangers en Chine, qui était à un niveau record en 2021, je crois. 340 milliards. Voilà, c'est le chiffre que j'ai en tête, et qui sont tombés, je caricature un peu, à quasi zéro fin 2023. En tout cas, divisé par 10 en 2 ans. Divisé par 10, oui. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ce chiffre se reflète quand on est sur place et qu'on investit sur place? On investit en Chine, oui. Non, très bonne question. Effectivement, des chiffres qui ont chuté énormément, mais déjà, il faut peut-être replacer le contexte que l'année 2023 a été une année en fait assez faible pour tous les investissements directs étrangers, pour toutes les régions, notamment l'Union européenne qui a aussi perdu un grand pourcentage de des IDE. Je pense qu'il y a 3 explications. La première, elle est très concrète, c'est qu'il faut peut-être, il faut s'en souvenir. La Chine a été complètement fermée pendant presque 3 ans. Nous, on ne pouvait, même de Hong Kong, on ne pouvait pas aller en Chine. Moi, je me rappelle avoir des discussions avec des investisseurs français qui voulaient éventuellement faire une acquisition en Chine et qui me disaient « mais nous, on ne peut pas parce qu'on voudrait bien sûr rencontrer les gens, on va rencontrer les entreprises dans lesquelles on peut investir ». Donc, et ça, on savait très bien qu'il y aurait un effet parce que si le pays a été fermé pendant un certain nombre de temps, c'est clair que ce sont sur les chiffres de 2023 qu'on a vu ce premier effet. Très clair. La deuxième raison, c'est très clairement les tensions géopolitiques qui font que beaucoup d'entreprises préfèrent maintenant investir en Chine que pour la Chine. On appelle ça le C4C, le China for China, et n'osent plus investir comme avant en Chine pour envisager le marché chinois ou les centres de production chinois comme plateforme pour le monde. Là, un chiffre par exemple intéressant, en 2018, si vous voyez sur le nombre d'investissements qui avaient été faits sur les puces dans le monde, 48% étaient en Chine. Aujourd'hui, presque 0%. Donc ces tensions géopolitiques, elles sont très claires, elles sont et on en reparlera sûrement parce que bien elles sûr, sont structurelles, oui. Ça structurelles et ça a aussi une influence sur les investisseurs comme nous qui investissons à Is Capital sur les marchés publics. La troisième raison, c'est aussi une transformation fondamentale de la Chine et de ses capacités de production aujourd'hui. Et donc là aussi, un seul chiffre, le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre aujourd'hui en Chine est le double du coût de la main-d'œuvre du Vietnam, le triple du coût de la main-d'œuvre en Inde et peut-être aussi 30-40% plus cher qu'au Mexique. Alors, si vous envisagez le marché chinois comme un endroit pour avoir des usines où ça coûte pas cher, c'est fini, c'est différent. Donc, je pense qu'il y a ces 3 raisons. Et alors après, pour parler des implications, nous, finalement, ça n'a pas énormément d'implications pour notre travail d'investisseur parce que les investissements directs étrangers n'ont jamais été très importants en pourcentage de tous les investissements qui se faisaient en Chine. Et on pense qu'il y a une partie de ces facteurs qui sont aussi d'ordre conjoncturel et qu'il y aura bientôt de nouvelles sources d'investissement en Chine, mais pas forcément de l'Europe, sûrement pas des États-Unis, mais je pense du Moyen-Orient. Ah, c'est ça. Les grands financiers qui s'intéressent à la Chine aujourd'hui viennent du Middle East, c'est ça, Karine? Absolument. Absolument. Sur le plan de la conjoncture, alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? On sort du Congrès national du peuple, c'est ça la semaine dernière, série de meetings très importants. Alors on voit le verrouillage politique, Li Qiang n'a plus le droit de tenir de conférences de presse, etc. Je crois qu'il a cité 16 fois le nom de Xi Jinping dans son discours. Li Keqiang, son prédécesseur, n'avait été que jusqu'à 14 fois. Enfin voilà, on voit toute cette symbolique politique qui prend forme, mais sur le plan de la conjoncture, qu'est-ce que vous attendez de la Chine cette année, Karine? Alors effectivement, les prévisions de croissance ou les objectifs de croissance de l'ordre de 5%, on peut le voir de 2 façons. C'est beaucoup plus faible que c'était avant, mais ça reste en fait très important pour un pays de la taille de la Chine, la 2e économie mondiale. Ça représente 40% de la croissance globale. Donc il ne faut pas non plus complètement, voir les choses d'une façon très négative. Mais en l'occurrence, ce ne sera pas facile d'obtenir ces 5% parce que c'est le même
même niveau de croissance attendu que ce qu'on a eu en 2023, mais en 2023, il y avait un effet de base par rapport, bien sûr, à la période de Covid. La grosse question aujourd'hui en Chine, plus que le taux de croissance, et puis aussi, je pense que, avant de parler de la grosse question, qui est la déflation, bien sûr, c'est comme toujours, c'est un chiffre pour l'ensemble de la Chine. Après, quand vous voyagez, comme nous on fait, dans différentes régions de Chine, vous voyez des différences extraordinaire entre notamment des régions dans le nord de la Chine qui sont clairement en crise. C'est pas 5% de croissance, c'est sûrement de la décroissance. Ouais, la récession. Et des zones booming. Et des zones qui boom, le Guangdong et autres. Pareil au niveau des secteurs. Vous avez alors l'immobilier qui est en chute libre, et c'est ça bien sûr un point très très important de la faiblesse conjoncturelle chinoise. Mais vous avez 3 grands secteurs qui sont le solaire, les voitures électriques et les batteries qui, par contre, là, c'est effectivement une explosion au niveau de la croissance, de plus 30-40%, etc., au niveau des investissements, au niveau des ventes. L'année dernière, en Chine, on a installé l'équivalent de 270 gigawatts en panneaux solaires. Oui. C'est plus que l'ensemble de tout ce qui est installé aux États-Unis historiquement. Donc vous avez ce genre de moteurs de croissance qui sont là, qui sont importants. Par contre, effectivement, la déflation, qui est un souci pour la Chine aujourd'hui, et notamment du fait de la surcapacité. Et alors voilà. Et pour en revenir, comme nous, parce que ces panneaux solaires, ces batteries et ces véhicules électriques, le problème, c'est que le marché intérieur chinois, malgré la prospérité commune, ne va pas pouvoir absorber tout ça. Il y a effectivement de la surcapacité qui est liée au fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu des subventions, etc. Alors c'est très bien pour le climat, c'est très bien pour tout comment on appelle ça, le greening bien sûr, verdissement de l'économie. Le verdissement de l'économie, merci, etc. Par contre, pour nous, en tant qu'investisseurs... c'est des secteurs en déflation, c'est des secteurs potentiellement difficiles, en déflation. C'est des secteurs où on a de la peine à avoir un outlook positif au niveau des entreprises sur lesquelles on peut investir. Donc il faut trouver, il faut naviguer cet environnement au niveau des investissements qui est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Vous allez nous dire comment vous faites. Un mot quand même de l'IA. Comment se positionne la Chine dans la chaîne de valeur mondiale de l'intelligence artificielle aujourd'hui, Karen ? Alors, ça, c'est une question aussi, bien sûr, qui est fondamentale. Ce qu'on voit beaucoup, c'est la Chine pour la Chine, là aussi. Et ça, c'est pas parce que eux, ils l'ont choisi, mais c'est parce que le reste du monde, et notamment les États-Unis, ont mis tellement de restrictions en place qu'ils n'ont pas le choix. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, comme on travaille sur ces questions d'intelligence artificielle, pour l'instant, on travaille plutôt, il y a des opportunités d'investissement au niveau du hardware, au niveau des équipements, plus que des software. La partie software, la partie LLM, c'est aussi compliqué pour des raisons. Il y a des risques politiques par rapport à aussi ce qu'on appelle dans l'investissement responsable les questions du dual-use product, c'est-à-dire dans quelle mesure les produits des entreprises ou les services des entreprises dans lesquels on investit peuvent être utilisés à des fins militaires ou pas. Donc, on évite un petit peu cette partie-là. Et je pourrais dire aussi qu'en termes d'investisseurs globaux aujourd'hui, pays émergents, ce qui est notre position chez Ace Capital, on trouve plutôt en Corée ou à Taïwan des positions plus intéressantes. Oui, avec là des standards qui correspondent mieux aux standards ESG qu'on peut avoir aujourd'hui. Sur l'investissement en tant que tel, comment on fraye son chemin, justement, alors, entre des secteurs booming, mais pour lesquels il y a un risque de surcapacité, de déflation, et puis des secteurs en récession comme l'immobilier qui peuvent rester, collés pendant longtemps à ces niveaux de faiblesse. Comment on se fait un chemin, là ? Alors, il est donc un peu plus difficile que d'habitude, mais très intéressant aussi. Nous, on a la chance d'avoir des équipes sur place et on continue à visiter des entreprises, à voyager, à voir ce qui se passe et pouvoir un peu creuser sur des thèmes d'investissement. Un thème d'investissement qui est à l'heure actuelle quelque chose de très fort pour nous en termes de conviction, c'est de voir des entreprises chinoises qui sont des exportateurs de produits de qualité, concurrentiels. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que bien sûr, ils ne sont pas du tout sujets ou ils ne souffrent pas du tout de la faiblesse de l'économie chinoise, vu qu'ils ne vendent pas de produits en Chine. Et un des exemples que nous avons dans nos portefeuilles, par exemple, c'est une société dont la plupart des investisseurs n'ont jamais entendu parler, parce qu'elle est cotée en bourse à Shenzhen. Elle s'appelle Transsion et ça fait partie des 5 plus grands fabricants de téléphones portables au monde. Ils ont 48% de part de marché en Afrique. Ils ont des produits
par exemple la marque Tecno, qui sont des produits qui sont fiables, qu'on n'a pas besoin de changer tous les 2 ans, on n'a pas besoin de charger toutes les demi-heures, et qui coûtent moins de $100. Et c'est là où les Chinois sont absolument extraordinaires pour aller, complètement dominer un marché. Et pour une société comme ça, il n'y a pas les mêmes enjeux géopolitiques. Il n'y a pas de risque géopolitique. Il y a un marché en croissance, un univers même en croissance qu'est l'Afrique. Exactement. Il n'y a pas de problème de concurrence, je ne sais pas, avec des fabricants de téléphones américains, par exemple, j'imagine. Non, de toute façon, non. Alors vraiment, la question aussi qui se pose pour beaucoup de ces sociétés chinoises au niveau du risque géopolitique des exportations, c'est quand elles dominent les marchés, mais elles font perdre des jobs. C'est ça, bien sûr. Voilà. Oui. Donc un des thèmes, bien sûr, j'ai nommé les véhicules électriques. Une des raisons pour lesquelles l'Europe, y compris la France et les États-Unis, sont très méfiants et suivent de très près ce qui se passe au niveau de l'industrie des véhicules électriques, c'est qu'il y a tellement de jobs, un des enjeux tellement importants au niveau du marché du travail. En Europe, c'est presque 6% des emplois qui sont liés directement ou indirectement au marché automobile. Alors quand on voit ce que les Chinois ont pu faire, par exemple, sur les panneaux solaires, bien sûr, c'est pour ça que... Donc il vaut mieux travailler sur les questions... éloigné de ces sujets-là. Exactement. J'entends, c'est très clair. En 1 minute, Karine, dans l'hypothèse d'un Donald Trump qui reviendra à la Maison-Blanche, est-ce que le Mexique est devenu... est-ce que les États-Unis ont à côté d'eux un pays qui s'appelle le Mexique, qui est devenu une plateforme pour la Chine, pour investir dans le marché américain, et est-ce que ça va être un sujet politique fort? Alors c'est peut-être un petit peu exagéré de dire que c'est devenu, mais c'est clair que la Chine est le pays pour lequel les investissements directs étrangers au Mexique sont en augmentation la plus rapide, et nous on le voit au niveau de nos portefeuilles, on a des entreprises qui investissent au Mexique pour se créer pour fabriquer des unités de production pour après exporter aux États-Unis. L'élection américaine en 2024 est bien sûr un sujet très important pour le marché chinois, mais disons qu'aujourd'hui les tensions commerciales sont déjà très importantes et les Chinois se préparent avec plus d'investissements, notamment en Asie ou dans d'autres pays. Donc ce phénomène de de-risking, il existe aussi pour les Chinois. Donc, oui, c'est ça. C'est déjà une stratégie en cours de dérisquer effectivement par rapport au risque. Mais n'oublions pas quand même que la Chine est le premier créancier des États-Unis. Donc Trump ou pas Trump, ils ne peuvent pas non plus complètement oublier Il y a un jeu d'équilibre dans tout ça. Merci beaucoup Karine. Merci d'être venue nous voir à l'occasion de votre passage en Europe et à Paris. Karine Hirn, cofondatrice d'East Capital, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.